Vous m'entendez pas? Ah, ça y est, vous m'entendez ou pas? En fait, c'est parce que tout le monde je écoute. suis à l'antenne, mais enfin, parce que je me suis dit, est-ce que depuis Madrid, on va entendre la voix de Carolina et la voix de ses invités? Je suis très très heureuse de vous recevoir ici, comme à la maison. Alors, je sais pas trop où sont les caméras, c'est la première fois qu'on fait cette émission. On n'a même pas répété, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et on a un plateau exceptionnel, mais que des Parisiens, hein, que des Parisiens, parce que quand même, je vous préfère pour certaines choses, pas pour tout, hein, surtout toi. Bon, tu peux me tenir ça, mon chéri? Donne-moi ça. Écoutez, on va improviser les déplacements, on va tout improviser. Bon, voilà, j'ai une petite oreillette et qui me dit ce que je dois dire ou pas faire. Bon, il paraît que je dois commencer par un concours. Alors, il y a un concours que si vous envoyez par texto, il me semble, par SMS, vous envoyez au 7 14 15. Écoutez bien, 7 14 15. Vous envoyez la réponse 1 ou 2. C'est quoi la question? Non, mais il me parle, mais je suis blonde, mais je suis pas conne. J'ai compris qu'il faut qu'ils envoient speed. Ils envoient speed, le mot speed, S-P-E-E-E-D. Il n'y a que 2 œufs. Hein. Avec 2 œufs, oui, avec 2 œufs. Et pas de tortilla. Voilà, avec 2 œufs, au 71 415. Et tu vas répondre à la question suivante. La question suivante, est-ce que la citrouille est un fruit ou un légume? Réponse 1, si tu marques 1, c'est que tu penses que c'est un légume. Si tu marques 2, c'est que tu penses que c'est un fruit. D'accord? Alors, et après, il y aura un tirage au sort le 2 novembre à 20h et tu vas gagner un séjour pour 2 personnes à Disney. C'est ça, la régie? Parc Astérix. Ah merde, c'est pas vrai. Parc Astérix, bon, c'est pareil. Oh là, bon, c'est pareil. C'est mieux. Bon, comment vous allez, mes chéris? Tiens, pose ça là. Comment vous allez? Est-ce que votre micro, à tout le monde, il marche? On vérifie. Bonjour, Samuel Mayol. Bonjour. Est-ce qu'on entend Samuel Mayol? Tout va bien? Bon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Merci Vous d'avoir avez vu comme il est invité, sérieux? Oui. Il est sérieux. Ouais. On a Anne Richard. Bonjour, Anne. Bonjour Carolina. Bonjour, merci d'être venue. On a Isabelle Andreani. Bonjour Carolina. Bonjour, il n'y a que toi qui as le micro comme ça? Oui, j'ai de la Bon, chance. voilà, comme ça, quand tu dis des conneries, on ne les entendra pas. Tu pourras critiquer, c'est bien. On a Xavier Lemaire. Bonjour, Bonjour. Alors eux, c'est un trio formidable d'une pièce qui se joue actuellement à la Comédie Bastille, dont nous allons parler. Et j'ai à mes côtés ici, j'ai les grands. Alors vous, quand on a fait la pub, quand j'ai fait la pub sur Facebook et tout ça, je me suis dit, il y a des artistes, il y a des auteurs, et je me suis dit, il y a des amuseurs. Est-ce que ce terme vous convient, Christophe Combarieux et Mathieu Willem, si je dis que vous êtes des amuseurs? Est-ce qu'on est amuseurs? On ne serait pas plutôt animateurs? En tout cas, on s'amuse beaucoup. Nous, on s'amuse. C'est pour ça que j'ai mis amuseur, parce que moi, quand je vais vous voir dans Absolutely, et etc., hein, on va comprendre pourquoi, etc., j'ai pas l'impression que vous animez, j'ai l'impression que vous vous amusez, et surtout que vous amusez le public. Et le jour où on ne s'amusera plus, on arrêtera. Oui, parce que est-ce que c'est péjoratif de dire d'être un amuseur public? Avant, non. c'était un peu péjoratif de dire non, c'est un amuseur public, non? Non, on a toujours dit les bouffons du roi, les... Donc vous êtes deux bouffons. On est deux. Toi, t'es un gros bouffon. Moi, je suis un vieux bouffon. Toi, T'es un vieux gros bouffon, voilà, c'est ça. Bon, alors écoutez, j'espère que vous allez être aussi drôle que ça pendant toute l'émission. Ah ouais. Parce que quand on voit les thèmes de l'émission, surtout eux, là, ils vont tout nous plomber. Donc, Non. ah, non, Non, c'est très joyeux. Ah, c'est très joyeux. classe. Non, mais c'est des sujets qui sont traités que je me suis dit, mais c'est incroyable, les sujets qui sont traités, mais ils sont tellement bien traités, on va y venir. Et toi, ton livre sur la laïcité que j'ai ici, dont on parle là. Mais on va commencer par la pièce de théâtre qui m'a beaucoup touché, beaucoup ému, qui se joue actuellement à la Comédie Bastille, à côté de la place Bastille, Rentrée 42, qui est une pièce coécrite Avec Pierre-Olivier Scotto et moi-même. Et Xavier Lemaire, et c'est toi qui as fait également la mise en scène. Exactement. Alors, avant, tiens, oui, on peut montrer la caméra. J'aime bien au cas Oui, où. rentrée Allez, 42, tiens. montez. Tiens, moi j'en veux Voilà. un aussi, donnez-moi un flyer. Tiens. Ben oui, voilà le flyer. Hop là. Hop là. Et alors, Bleu vous avez du- eu un prix du meilleur spectacle off 2023 au Festival d'Avignon. Ah oui. Hein. Donc ça, on peut le signaler. Donc vous êtes sur scène, tous les trois, donc Ad, Isabelle, Xavier, et également il y a Fanny, Émilie, Voilà, Fanny Lucet, Fanny Émilie Lucet, Émilie Chevrillon. Chevrillon et Michel
La Liberté, vous avez réussi à avoir Michel La Liberté? Michael Freedom Mais en ça vous a personne. coûté un bras, il est très cher sur le marché. Très très cher parce qu'il vient des États-Unis Il vient des et du États-Unis. Canada. Oui, oui. Alors, dans cette pièce qui raconte la rentrée, mais vous allez en parler mieux que moi, mais je résume la rentrée le 6 octobre 1942 dans une école du 11e arrondissement à Exactement. Paris. Mais tout ne se passe pas normalement. D'abord, j'aimerais savoir, Xavier, d'où est venue cette idée d'écrire cette pièce? Eh bien, en fait, je me baladais dans Paris. J'ai vu, on voit souvent près des écoles des panneaux constatant qu'il y a eu des enfants qui ont été raflés et qui ne sont jamais revenus. Et puis, il y a eu un livre d'Alain Wagner qui s'appelle « Des milliers de classes vides » que j'ai lu, qui relate je dirais, l'enquête d'un instituteur de maintenant à qui on demande de parler de la Shoah et qui visite toutes ces écoles. Et aux pérégrinations de ces voyages dans Paris et de cette lecture, je suis tombé sur une école qui est Saint-Gervais de l'Hospitalier, où ils étaient 8 enfants à la rentrée sur plus de 260. Donc, je me suis dit, tiens, quel sujet de théâtre, une école sans élèves. Voilà. Est-ce que le sujet avait été traité avant? Jamais. Jamais. En fait, on n'a jamais traité au théâtre, et même, je pense aussi dans les films et même dans les livres, on n'a jamais traité de la Shoah par l'absence. Ah. Et donc, voilà, c'était le sens. Alors évidemment, nous, c'était l'occasion de parler aussi de l'éducation. Qu'est-ce que le rôle de l'éducation? Et de parler aussi de cette année 42 charnière, où ça a été un petit peu la fédération de la résistance. La fédération de la résistance, on le sent très bien dans la pièce parce qu'on sent aussi la dichotomie entre certains des personnages qui sont sur scène. Et je pense que ça peut apporter un éclairage aussi pour ne pas forcément juger ce que les personnes à l'époque ont pu faire parce qu'ils n'étaient pas assez éclairés sur ce qui se passait, sur la Shoah. Et donc, par exemple, Isabelle, ton personnage qui s'appelle comment? Lucienne Tatillard. Lucienne Tatillard, elle est très drôle parce qu'on sent qu'elle est désespérée parce qu'il y aura plus d'enfants, donc il y aura plus de travail, etc. Donc chacun est préoccupé par ces petits soucis du quotidien et qui nous ramènent à la réalité de chacun. Oui, et la force de cette pièce, c'est justement... Attention, le micro, tu as un micro? Ah oui. C'est vrai que moi j'ai un micro. Ben oui, tu as un micro. micro. Alors Je vas-y. vais pouvoir chanter. Alors, donc, la force de cette pièce, c'est d'avoir des personnages tellement différents, et notamment le mien, qui est la représentation des beaufs, bœufs, œufs, fromage, qui s'occupaient de leur petite personne, d'un peu de marché noir pour survivre avec ses enfants, et qui revient de vacances et qui ne s'est pas préoccupé du tout de l'actualité, de ce qui se passe. Ces gens-là ont continué à vivre, il n'y a pas à les juger, et moi je fais partie de la représentation de ces personnes, des bons Français, qui ne faisaient pas de délation, mais qui ne faisaient pas d'actes de bravoure, qui étaient à vivre, à survivre, et on est en 42. Alors la pièce va changer ce personnage, heureusement, et surtout parce qu'elle est confrontée avec ses camarades, une vraie résistante, une vraie pétainiste, et Madame la directrice, qui elle aussi a un parcours exceptionnel dans la pièce. On se modifie, on modifie notre point de vue face à cette atrocité qu'on apprend Oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on modifie à travers votre regard et votre comportement, vous, la pétainiste, toi, la beauf, etc. Et grâce à la directrice de l'école, qui est jouée par Anne Richard, la directrice de l'école qui vient nous éclairer et qui en même temps, est-ce qu'on peut dire que c'est une juste? On ne le saura pas tout de suite, mais est-ce qu'elle c'est une juste, hein, les fameux justes qui ont caché, qui ont aidé les Juifs menacés? Oui, moi je la considère comme ça n'est pas dit, mais effectivement, elle fait une résistance cachée, secrète. Elle est celle qui paraît le plus neutre, en fait, qui essaye de manager un peu tout ça et de ne pas prendre parti. Mais en fin de compte, on découvre au fur et à mesure que c'est vraiment quelqu'un qui fait une résistance en sous-sol et qui veut surtout pas être révélée. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée dans le personnage. C'est, je dirais, ce secret qu'elle porte pendant toute la pièce, alors qu'elle paraît être
celle qui sait sans vraiment savoir, qui essaye de qui accepterait maîtriser. aussi Voilà. les consignes de l'éducation nationale de Parce l'époque. que c'est sa fonction et qu'il faut continuer à mener cette école, Oui. que malgré le fait qu'il n'y a que 16 élèves qui sont là, malgré les 120 qui devaient arriver, il faut continuer, essayer de gérer tout le monde et gérer aussi les institutrices qui, évidemment, en plus, c'est un point de vue personnel, mais comment je vais faire pour continuer à enseigner? Et ce qui est assez choquant, parce que mon personnage est là pour remettre toujours la réalité de la guerre, la réalité de cette catastrophe et de cette vérité-là, je dirais, de remettre la vérité de la grande histoire au milieu de la vie quotidienne. C'est exactement ça, c'est très juste de remettre la vraie histoire au milieu de la vie quotidienne, d'autant plus que l'on sait que ces enfants n'étaient pas là à cette rentrée suite à la rafle du Veldiv. C'est ça, en juillet 42. Oui, et on Donc, on est là le 2 octobre 1942 et au lieu d'avoir 120 élèves, on n'en a que 16 qui arrivent. Et c'est cette prise de conscience tout d'un coup qu'elles vont devoir affronter, c'est-à-dire ces classes vides, c'est les quartiers vides, c'est les appartements vides. Et moi, c'est ce qui m'a plu dans la pièce de Xavier et de Pierre-Olivier Scotto, c'est ce choc-là. Quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh, on n'a jamais raconté l'histoire de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui s'est passé quand tout le monde s'est retrouvé avec des quartiers vides, avec les maisons vides? Oui. Samuel Mayol, est-ce que tu connaissais cette histoire ou ce manque d'histoire sur la grande histoire? Est-ce qu'on n'avait pas parlé de ces absences? Non, mais je trouve que c'est vraiment intéressant, effectivement, d'analyser l'histoire de cette Seconde Guerre mondiale à travers cette histoire-là. Le fait de se retrouver, je savais que l'année 42 était bien évidemment une année vraiment charnière, c'est juste après la rafle du Veldiv, mais effectivement, l'idée de se dire que en septembre 42 ou en octobre 42, les écoles étaient vides et qu'on avait des personnes qui étaient vraiment confrontées à cette réalité-là, je trouve que c'est glaçant même d'ailleurs, et ça me donne vraiment envie d'aller voir la pièce. Surtout que... Et puis, ce qui s'est passé, parce que ça, on le raconte pas, mais on le fait raconter par la directrice et l'inspecteur, c'est que il n'y a aucun document qui relate cette rentrée. Dans les archives, aucun document. Et donc, on Pas imagine... de feuille d'absence. Normalement, à la fin de chaque rentrée, le directeur écrit un petit rapport qu'on appelle la petite commission, qu'il envoie et il écrit en disant voilà, il y a eu tant d'absents, je sais pas, il y a eu tel problème, tel parent s'est énervé, j'en sais rien, enfin tout ce qui peut se passer à une rentrée. Et là, rien. Blackout total. Pas un mot, pas un rapport d'aucune école. Ah oui. Et donc, ça a été le fil conducteur de notre dramaturgie, c'est qu'elle dit, voilà, vous allez faire un rapport et Mais c'est parce que il répond, c'est de la voilà, pas de surprise. rapport pour ces coucous. C'est de la surprise ou de la collaboration, du coup? Je pense que il y a eu toutes les archives qui ont été mises à la poubelle, tout Ah oui. simplement. Mais par qui? Alors justement, par qui? oui. Ça, c'est Alors, la vraie je- question, mais personne ne se l'est posée. Alors moi j'aimerais savoir justement, Samuel, parce que dans ton livre Laïcité, la République jusqu'au bout, que je n'ai pas encore terminé, tu vois, c'est là, j'ai pas eu le temps de le terminer parce que avec mes déplacements, jet lag, jet 27, tout T'aurais ça, pu j'ai faire pas le croire temps. que tu l'avais lu en Oui, entier, quand même. oui, regarde, parce que je trouve ça passionnant, mais vraiment, je trouve ça passionnant comment on découvre et on redécouvre l'histoire de France à travers cet angle de la laïcité. Et justement, je pense que ce qu'on saisit très bien dans ton livre et que moi j'ai retrouvé de certaine façon dans l'entrée 42, c'est qu'il y a des moments où la laïcité était mise à mal par certains gouvernements qui justement rétropédalaient et faisaient en sorte que la laïcité était laissée de côté. Est-ce que c'est justement, ça correspond à cette période-là également aussi, hein, Ah bah oui. où il y a eu un grand retour en arrière de la laïcité? Bien évidemment, la laïcité, donc, qui est un processus très très lent au cours de l'histoire de France. Hein. Mon livre, je commence à Clovis, où je montre vraiment que dès la création de notre pays, il y a eu un malentendu. Ça veut dire que le pays s'est unifié sur la religion catholique. Hein. C'est comme ça que Clovis a réussi à réunir et à réunifier le royaume des Francs. Et donc, peu à peu, eh bien, pendant toute l'histoire de France, la religion et la politique ont été mêlées. Mais complètement, ça veut dire que la religion se mêlait de politique et la politique se mêlait de religion. Et au départ, l'idée de la laïcité, c'est ça.
c'est de rejeter en bloc la religion et la politique, puisque les deux faisaient souffrir le peuple. Et que dans l'esprit notamment des révolutionnaires en 89, eh bien, c'était les deux qui faisaient souffrir le peuple, puisque les deux étaient complètement liés, et ça depuis des centaines d'années dans l'histoire de France. Et là, donc après, il y a eu un processus très lent tout au cours du 19e siècle, jusqu'à cette loi que tout le monde connaît, qui est la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, qui ne sera jamais remise en cause, sauf, effectivement, par le régime de Pétain, qui, lui, va mettre fin à la laïcité pendant, au cours de l'année 1940 et jusqu'à ce que la libération de Paris arrive le 25 août 1944. Vous aviez cette information que... Ah oui, tout à fait. Hein, effectivement. Que... C'est une chose très importante et d'ailleurs, la Marseillaise a été interdite. Oui, vous le dites dans la pièce. Hein. À cause de ça aussi. Et il y a eu même des retours de croix dans les écoles. Et il y avait même aussi des cours d'instruction religieuse catholiques obligatoires qui étaient donnés, alors que évidemment c'est quelque chose qui avait disparu de l'école laïque. Et alors quand on pense à Alphonse, puisque tu joues le rôle de Adolphe. Adolphe, pardon. Ah oui, c'est Adolphe, autant pour moi. C'est Adolphe. Adolphe Bastien. Voilà, Adolphe Bastien, qui est un rescapé de la guerre de 14. Il est même manchot, il a perdu un bras. C'était la Grande Guerre, parce qu'il n'y avait pas encore on n'était pas encore sorti de la Seconde Guerre mondiale. On appelait ça la Grande Guerre. Attention, il y a un problème. Oh, le micro, il a perdu le micro. Merci On va le récupérer. Voilà, là on entend mieux. Ça y est. Donc, et cet homme-là, qui est un résistant, il n'est pas dans la résistance telle qu'on l'imagine, mais dans tout cas, il résiste un peu à cet impact sur la société. Et est-ce que on peut dire que Adolphe est conscient de ce qui se passe, même au niveau de la laïcité, ou pas à ce moment-là? Oui, le personnage d'Adolphe Bastien dans la pièce, c'est une référence à ces anciens de 14, ces anciens de 14 qui étaient tiraillés parce qu'il y avait une allégeance au maréchal Pétain, qui était très réputé auprès des anciens combattants. Et puis, à la fois, il y avait un constat que la collaboration, c'était pas ce qu'ils ont voulu et vécu. Parce que la France était anti-allemand depuis la guerre 70. Oui, donc, du coup, ils savent pas où marcher. Et ce personnage-là va aussi se révéler durant la pièce. Oui. Mais lui, c'est un personnage qui a perdu sa vie en 14, comme beaucoup comme des millions d'hommes qui se sont retrouvés évidemment esquintés par la guerre complètement. Les fameuses gueules de la guerre. Voilà, les gueules cassées. Mais même mentalement, beaucoup. Et Christophe j'ai pas retenu l'époque. Christophe, est-ce que tu savais que dans certaines écoles, les enfants avaient manqué en 42 Tu n'étais pas là, hein, Comme Xavier le disait, c'était l'autre aspect, c'est-à-dire qu'on a toujours fait beaucoup de films sur les camps, le Veldiv, etc., mais jamais sur l'absence. Donc effectivement, on s'intéressait plutôt à ce qui se passait dans les camps, etc., et les familles juives, plus que l'absence dans les écoles. Donc c'est la logique. Oui. C'est la logique, mais c'est pas l'évidence. Voilà. Vous avez pas encore vu la pièce. De fait, vous allez la voir, la pièce. Bah, évidemment. Ça vous donne envie de la voir. Ah oui. Moi, j'habite une petite rue du 2e arrondissement. J'habite juste en face d'une école où il y a effectivement une plaque. Et je me suis arrêté en attendant un ami il y a une petite semaine. Et j'avais jamais lu cette plaque. C'est très drôle de se retrouver à parler de ça aujourd'hui avec vous, parce que c'était exactement ce dont vous êtes en train de parler, que j'ai lu sur cette. Alors, on va revenir parce qu'il y a la coupure. Il y a la coupure pub, il y a la coupure pub. Big Full Yoli, comment ça va? On reprend apostrophe. On reprend tout à l'heure, et justement, je serais très très curieuse de savoir comment vous malmenez ou pas la laïcité dans vos. Ah oui, voilà, regardez comme ça. Bon, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini la première partie de la première partie, et donc je vous dis à tout à l'heure. Vous pensiez pas que ça allait être sérieux, hein? Elle est blonde, mais elle est pas conne.
Nous voilà de retour comme à la maison avec mes invités cet après-midi. Mathieu Willem, Christophe Combadieu, Xavier Lemaire, Isabelle Andréani, Anne Richard et Samuel Mayol. Vous pouvez vous applaudir. Hein? Vous aussi, chez vous, vous pouvez applaudir. Alors on a parlé de leur spectacle qui se joue à la Comédie Bastille. Mais figurez-vous que moi aussi j'ai un spectacle qui se joue à la Comédie Bastille. Ça s'appelle Différente. Ben oui, parce qu'il paraît que je ne suis pas comme les autres parce que j'ai une frange rouge. J'ai une frange rouge, si c'était que ça. Tenez, je suis même une señorita. T'envoies la musique ou je t'envoie un fax? Merci. Que c'est bon d'être señorita, car le soir, dans mon petit lit, bien au chaud, au creux de mes draps, quand doucement tombe la nuit, je me fais soulever la muleta, je me fais caresser la tapas, je me fais huiler la tortilla, je me fais écarter les gambas, je me fais fondre la crème catalane, je me fais chevaucher le jamon, je me fais griller la gitane, je me fais gober le bourron, je me fais gifler le jamon à l'os, je me fais briquer des castagnettes, je me fais sucrer le churros, je me fais rosir la crevette. Je me fais farcir par le torero, je me fais tailler la mantille, je me fais gratter le flamenco, je me fais planter la banderille. Je me fais gonfler l'Andalousie, je me fais trouer le calamar, je me fais bouffer l'assiette de riz, je me fais reluire le Gibraltar, je me fais saler la langoustine, je me fais laminer l'éventail, je me fais nourrir le taurine, je me fais frotter la moulalaï, je me fais laper le gazpacho, je me fais donner la corrida, je me fais remplir le bolero, je me fais croquer l'empanada. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, ça tient un peu de lettres. Le jour, je baise tout simplement. Écoutez, ça vous donne un petit air un peu de ce spectacle qui s'appelle donc Différente, et c'est à la Comédie Bastille. Je joue tous les mercredis et vendredis à 21h. Voilà, je me suis fait ma publicité, on n'est jamais mieux servi que par soi. Voilà. Alors on revient. Ouais, je voulais dire que c'est un pur moment de bonheur. C'est vrai, ce spectacle. Alors vas-y, oui, dis-moi. Oui, c'est vrai parce qu'on est venu avec Isabelle et franchement, on passe un moment hors du temps. Et Carolina a cette façon de retransformer les chansons. À la fois, on les connaît toutes, et à la fois, tu nous surprends à toutes. Elle est fascinante. Et je trouve que c'est aussi un spectacle qui est souvent très émouvant. En plus d'être très agréable, sympathique et même rigolo par certains moments, il y a des moments très émouvants. Et malgré tout, il y a un vrai message que je pense qui passe dans ce spectacle. Et vraiment, allez-y parce que c'est un très bon moment à passer. Oui, il y a une petite pointe de nostalgie qui nous surgit dans l'âme. Écoutez, revenez quand vous voulez, ça me fait énormément de bien. On est comme à la maison, c'est ce qu'on dirait comme chez à la toi. maison, comme à la maison. Alors justement, je pars avec des extraits de ce spectacle avec mes deux camarades, mes deux invités d'aujourd'hui. Nous partons ce dimanche, en croisière sur la mer Méditerranée. Oui. Et pas pour la mer un Méditerranée. Absolutely Hilario, c'est quoi? C'est la croisière de l'humour. Comment ça s'appelle cette fois-ci? Parce qu'il y a Absolutely Hilarious, Absolutely Delirious, c'est Absolutely tout. C'est le plus grand paquebot français, je crois. Exactement, le Renaissance. Qui s'appelle le Renaissance, et donc il y a 1200 passagers. Et nous avons eu envie de faire une croisière de l'humour qui s'appellera d'ailleurs le Renaissance Comedy Club. Et en Espagne, il fallait forcément et en Espagne, donc on ne pouvait Carolina pas soit faire sur les côtes espagnoles sans Carolina. Donc voilà. Donc on sera avec Elise Moon. On n'avait pas envie, mais finalement on n'avait pas le choix. C'était ça un peu. Elise Moon, Bernard Mabie, Titoff, toi évidemment, Maxime, Denise et Sandrine Alexis. D'accord. Voilà. Denise, elle vient. Et Denise, elle vient. Elle vient. Ouais. Elle est remarquable. Il y aura donc deux blondes. Il y aura donc deux vraies blondes. Moi, je suis la vraie blonde.
Bon, très bien. Alors, je parle avec ses camarades parce que je vais de temps en temps dans leurs émissions où je suis invité, moi aussi. Je suis invité pour parler de mes spectacles, en tous les cas, pour passer un très bon moment. J'avoue que parfois, on s'amuse beaucoup plus dans les loges et dans les coulisses que sur scène. Mais t'es pas obligé de tout dire. On n'a pas tout dit. Là, ça reste entre nous. Du moment que les spectateurs s'amusent dans la salle, c'est le C'est principal. le principal. Voilà. Et évidemment, les spectateurs s'amusent beaucoup quand ils viennent vous voir. Ça a commencé quand votre aventure absolue? 2018, janvier 2018. 15 janvier 2018, 2018. c'était à la Comédie Comartin. On avait Au départ, commencé là-bas. c'était un Absolutely Hilarious. Oui. C'est ça. Et l'idée, c'était de regrouper des humoristes Oui, une fois par mois, c'est ça? autour je crois. d'une tête d'affiche. Voilà, autour d'une tête oui, d'affiche. oui. Voilà. Et donc, petit à petit, ça a fait des bébés, comme on dit. C'est De vrai. Absolutely Hilarious, il est né quoi? Gay-Lirius. Le Gay-Lirius. Parce qu'il parlait aussi pour les PD. Et les... Eh, Ouais, c'est voilà, normal. Il faut pour tout le monde. Le grand toute la show de l'humour diversité. LGBT, Oui. voilà, c'est ça. Le grand show de l'humour LGBT. Qu'est-ce qu'on Vous avez a fait compris, attention, encore comme on ne voit pas tout de suite une plainte. C'est avec le cœur que je dis PD. Voilà. C'est incroyable. Je me dis, ça y est, je veux recevoir une plainte, je vais venir en prison. moi. Dis-le avec le cœur, hein, pas avec, Avec autre le chose. cœur, voilà. Et Alors, ensuite, après, ensuite Et le donc cabaret. après, il y a eu le cabaret avec un K. Avec on Cabaret, a fait oui. à la Nouvelle Ère. Oui, On a- j'étais là. T'étais Tu là. étais là, tu étais sur scène avec nous, avec Oui. Sandrine Saroche et, Oui. et Elise Moon. Oui, Et tout à ensuite fait. le incorrect. Incorrect, on fait ça au théâtre des Deux De Ânes. Ânes. Tout ce qu'on peut pas dire ailleurs. C'est l'humour politique, On le dit chez nous. un Voilà. peu scandaleux, quoi, Voilà, l'humour. l'humour qu'on peut noir. pas- Alors, ouais, l'humour alors noir. justement, Ça, on parce- filme pas. un point fort de leur spectacle, on peut dire que c'est un spectacle. Bah, j'espère. Voilà, ouais. de leur Comment revue. tu vas appeler ça Un point fort de leur revue, c'est le journal. Alors, Ah, le JT des Ah, le agités. JT des JT des agités. agités. Ils sont insolents. Mais insolents comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Et le public passe du choc au rire parce que c'est très très drôle. Et moi, ce que j'aime chez vous... Parce qu'ils s'y attendent pas, je Oui, pense. ils s'y attendent On pas, est mais censé surtout- des présentateurs, mais pas des, Voilà. pas des humoristes. Oui, parce que vous avez l'air bien propre sur vous, tous les deux, en costard et tout ça, mais alors, oui, ça dégomme. Hein. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que à l'heure où on ne peut plus rien dire, parce que dès que tu dis quelque chose, dès que tu mets la main sur quelqu'un, on est un peu quand même dans l'exagération. Hein. Oui. Non, c'est vrai, non? On ne peut plus rien dire, on ne peut plus faire de blagues. Hein. Alors, du coup, on peut faire plus de blagues sur les blondes, c'est quand même incroyable. Et vous osez, et est-ce On que ose vous tout. donnez une limite ou pas? On ose tout. Alors, c'est ce qu'on dit toujours, c'est Ouais. on peut rire de tout, mais pas avec n'importe quel QI. Voilà. Voilà. Et, Voilà. et Ceux qui ne surtout, comprennent pas le deuxième degré. et tant tu pis pour parlais eux. tout à l'heure de laïcité, justement. Oui. Je pense que tout voulait arriver à la religion, à toutes les religions. Oui, comment vous faites pour et à tous dealer les avec partis ça? politiques, nous, si jamais on casse quelqu'un, il faut absolument qu'on casse l'autre. Et si on parle de quelqu'un, il faut absolument qu'on parle de l'autre. Alors, On n'a aucune limite. on n'a Ça, aucune c'est limite clair. tant que Ouais. tout le monde en prend pour son grade. Voilà. Tu vois, et je pense que là, on Alors peut- justement, Samuel, est-ce que ce discours est en faveur de la laïcité ou au contraire, est-ce qu'il malmène la laïcité? Le fait de dire on peut parler de tout, mais à On condition parle de que ce tout soit... et on se moque de tout. On se moque de Ça, tout. voilà, parce qu'on se moque de nous Aujourd'hui, aussi, donc, après voilà. les événements de Charlie, après tous ces événements, et après aussi ce qui t'est arrivé toi aussi, puisque tu as été menacé de mort, etc., parce que tu as défendu la laïcité avec les dents dans ton institut où tu travaillais. Voilà. Est-ce que les humoristes sur scène ont encore ce privilège de pouvoir se moquer de tout? Ah oui, mais non seulement ils ont encore ce privilège, mais c'est indispensable. Il faut continuer. Et il faut qu'il y en ait encore plus. La liberté d'expression, c'est une liberté qui est fondamentale et qui est fondatrice de la République. Elle date de 1881 et il faut la défendre et il faut l'utiliser en permanence. Donc non seulement ils agissent pour la démocratie, mais aussi pour la laïcité et puis pour la liberté d'expression. Et puis je Et pense que malgré tout ce qui a pu se passer, comme tu viens de le dire, avec Charlie Hebdo, avec l'ensemble des attentats qui ont eu lieu à Paris, notamment en 2015, il faut continuer et surtout ne jamais céder sur cette liberté d'expression. la scène est en plus le dernier endroit où on peut effectivement s'exprimer en totale liberté sans avoir un Arcom qui vous tombe dessus ou des... Et puis tu dis, Ouais. tu dis une chose, on peut plus rire de rien aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a des gens qui se cachent derrière cette maxime aussi, parce que on pouvait pas rire de tout. À l'époque, on dit Coluche, mais Coluche, il s'est fait virer de partout parce qu'il osait y aller. Et on disait autant à l'époque qu'aujourd'hui, on peut plus rire de rien. Donc aujourd'hui, les gens qui se cachent derrière cette maxime, je pense que c'est parce qu'ils ont pas ils les posent pas sur la table, alors que et puis ils se lissent un petit peu. Alors nous, je dis pas qu'on les pose sur la table, je dis que
on fait un petit peu ce qu'on a envie de faire avec les artistes qu'on aime. Est-ce que parfois vous avez des messages de gens qui vous disent vous êtes allé trop loin, etc. Est-ce que vous avez Jamais. 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 Pour moi, jamais. Jamais. Moi, j'en ai eu un dans un autre spectacle que je joue, que mon petit grand frère, c'est pas pour en faire, je pensais pas en parler, mais ça m'est arrivé la semaine dernière, parce que je joue mon petit grand frère, et dans ce spectacle-là, je règle un peu mes comptes avec, la religion, hein, pour ceux qui l'ont vu, et il y a une personne qui, pendant le spectacle, elle a levé la voix. Pendant le spectacle, c'était incroyable, j'avais l'impression qu'elle était devant Netflix. Et donc, elle n'était pas contente parce que ma façon d'aborder la religion. Et je lui dis, mais c'est mon rapport, moi, et puis ça reste une pièce, on est dans un cadre sacré. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, c'est dingue, si les gens ne sentent pas qu'il y a une limite et qu'il y a un espace, c'est comme vous, si on venait... Et t'as eu peur, du coup? T'as eu peur? Non, je suis très sensible sur scène, et donc quand je me dis qu'est-ce qui se passe, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais j'étais loin. C'est après que j'ai compris que c'était par rapport à la religion, parce qu'elle a dit à quelqu'un en sortant, elle dit c'est pas possible, on ne peut pas parler de la religion comme ça. Je dis mais je parle de la religion comme je veux, c'est ma religion, et dans tous les cas c'est mon expérience de la religion. Et donc c'est pour ça que je me demande, parce que vous allez assez loin. On peut ne pas, on doit nous sortir effectivement de toutes les limites, mais regarde, il y a un mois, on recevait une jeune humoriste, Oui. Lola, qui effectivement, il y a 2 personnes qui sont sorties parce qu'elles faisaient un sketch sur la sexualité des nains. Non, Oui, c'est ça. Comme ça. Oui. Alors qu'ils ont une donc, sexualité, voilà. les nains. Je ne peux pas entendre ça, c'est pas possible. Voilà, alors Oui, oui. on s'est manqué des gens qui étaient grands, des petits. Mais maintenant, il faut machins. dire des gens de petite taille. Voilà, Et donc c'était compliqué. Et en même temps, voilà. j'ai l'impression que tu dépends Les gens de nous, des brillamment, personnages en plus, qui sont très violents. Mais pas on du est- tout, on c'est est pas quand même- violent. Je retire On ce que est quand j'ai même dit. très bienveillants Non, dans le ils sont- spectacle. Non, mais hein, ils sont très bienveillants. Oui. Mais ce qui fait la qualité aussi de votre spectacle, effectivement, c'est votre JT, des agités, parce que effectivement, Qu'on présente, oui, Parce tous les qu'on va deux. se moquer aussi bien de LFI que du RN, Voilà. que des Juifs, que des Arabes, que des cathos. c'est que des... important. Voilà. Absolument, tout le monde continue à en le prend faire. plein la Ouais, gueule. Non, ouais, mais faut ouais, être clair, ouais. voilà, c'est le but. Oui. Il n'y a aucun Mais message c'est ce politique qu'on chez appelle un nous. spectacle d'utilité alors, publique. quels sont... Voilà. Alors, justement... Merci. C'est clair, Vous c'est un avez dit quelque chose de... spectacle d'utilité publique. Oui, il faut que vous veniez maintenant. je vais venir. Oui, C'est bah, un spectacle. forcément, oui, Ici, oui. il n'y a que des spectacles d'utilité publique. Ah oui. Voilà. Donc, les prochaines dates, c'est quoi à Paris? 25 À Paris, novembre. c'est 25 novembre. Avec... Ouais. Alors, on sera avec de tout jeunes artistes. Guillaume Guisset. Il y a Ah oui, Christophe Guibet. Christophe aussi. Guibet Il y qui a est pas si Christophe jeune que Guibet ça. qui est pas si jeune. Voilà, Guillaume Guisset. on est le Oh, je suis libre le 25. Ah bah oui, ça y est, je suis oui, libre. ça y est, t'es libre. Ah bah oui, eh ben, il y aura Ah ben oui, Carolina. parce qu'on a parlé l'autre jour. Mais oui, tu m'as dit, Mais je devais peut-être passer un week-end avec Pedro Almodovar, finalement, c'est le 1er décembre. Bon, bah tu vois. Voilà. C'est bien avec lui, c'est aussi une Oui, possibilité. oui. Le 25, si vous voulez de moi, je serai là. d'accord. Eh ben, super. Voilà. Donc, on sera Le avec 25 novembre, Carolina. et ça, c'est au Théâtre des Deux Ça, c'est au Ânes. Théâtre des Deux Ânes avec Et en Carolina. première partie, il me semble qu'il y a cette chair de Denise. Cette chère de Ah, Denise. je l'adore, Denise. Denise. Oui, parce qu'on a lancé aussi les 19h, 1 heure de rire avec, pour laisser 1 heure le plateau, la scène des Deux Ânes à un humoriste qu'on aime bien toutes les semaines. Maintenant, c'est 1 fois par mois. Et ça sera donc Denise le 25 novembre. Le 25 novembre. Et Alors, lundi, on était avec Jean-Marie Bigard. Oui, Vous étiez avec Jean-Marie Bigard. Voilà. Alors, Et donc, personne n'est sorti de la salle. personne n'est sorti. Pourtant, on sait qu'il a, Oui, il les a bien pesés. Hein. Il les a bien pesés, oui, oui. Mais il est adorable, ce Jean-Marie. Écoute, C'est oui. dingue l'image que les gens ont de lui, parce que moi j'ai eu l'occasion de faire des émissions avec lui. Il est adorable, il est vraiment très gentil. Et après, bon, il a ce Voilà. rôle. Et bien, Mais c'est au personnage. Théâtre des Deux Ânes, ça rentre dans notre Voilà. façon de dire, bah voilà, il se dit chez nous les choses qui se Parce disent pas que d'ailleurs. tu sais que la baseline du théâtre des Deux La Ânes, base, c'est quoi, baseline? c'est la petite ligne Qui est en dessous. Merci, parce qu'il n'y a pas d'anglophone. désobéissant. C'est le théâtre désobéissant. Désobéissant. Oui. Ah, ben, très Voilà. bien. Donc, Ok. on a toute Donc, on Vous êtes au devient- théâtre désobéissant. On est Au Théâtre des Deux Ânes. désobéissant. Alors, et après, vous êtes en tournée dans toute la France. Tout à fait. D'accord. On a On est fait avec 90 cette année, oui. On est avec Patrick Timsit au mois de décembre à Reims, puis encore avec lui à Lille, puis Anne Roumanoff, Elie On a Semoun. Roumanoff, on a Est-ce tout que, le monde. Bougelin. comment recrutez-vous les artistes Est-ce que vous allez voir tous les artistes? Comment les sélectionnez-vous? Devine, Carolina, comment Bah, on t'a oui. sélectionné pour être avec nous Ben, moi, sur le j'ai bateau? couché. Non, c'est pas vrai. Mais non, moi j'ai beaucoup couché, mais jamais couché utile. Voilà, c'est pour ça que je reste à la maison. Toi, tu as réussi pour coucher. Voilà. Donc, alors que pensez-vous de la scène humoriste émergente? Parce qu'il y en a partout, ça pousse comme des petits pains. Est-ce qu'il n'y a Ça pas... pousse, mais tout n'est pas bien. Tout n'est pas bien. Bah oui. Alors, quel crédit portez-vous, par exemple, quand vous sentez que c'est un peu juste, mais vous dites quand même on le prend?
dire, allez, on le prend, on le fait passer dans Le l'émission. potentiel. Le potentiel. Et la sympathie. Et la Le sympathie. Et la potentiel, sympathie. on se dit, celui-là, il a tout pour réussir, il va être une star. C'est une évidence. T'en as 90%, je te dirais aujourd'hui, qui sont programmés dans des comédie clubs, etc., qui n'ont aucun talent, qui arrivent avec un micro dans la main et sortent leur truc pendant 5 minutes. Ils n'y arriveront jamais, je pense. Oui, parce que Parce ils sont en accord avec comment dirais-je, cette mise en avant de la vacuité. Hein, c'est incroyable. Hein. Oui, ils arrivent. Vacuité, tu connais ce mot, vacuité? Oui, je connais Ah, vacuité. vas-y, donc ça Je connais m'étonne. d'autres, si tu savais. Et justement, quand on voit la qualité de l'écriture de votre pièce, à tous les deux, Thierry Scotto et toi, je trouve que c'est vraiment important qu'on mette un accent sur l'écriture. Et à propos d'écriture, il y a une chanson qui a été très bien écrite, très bien adaptée. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Attendez, on me parle. Dieu, c'est qui? C'est mon Dieu? C'est lequel? Ah, on mettra Clo-Clo après. Vous savez pour qui? Ça sera pour ma copine Anne Richard. Pour l'instant, c'est David Guetta et on revient dans quelques instants. Quittez pas, revenez. Allez, à tout à l'heure. Comme à la maison, avec rentrée 42, eh ben, ils sont obligés de partir. Ils sont obligés de partir. Anne Richard, Xavier Lemaire et Isabelle Andréani parce qu'ils jouent à quelle heure? 19h. Ah, donc à la Comédie Bastille. Vous jouez tous les camps. Alors, les mercredis Ouais. et les vendredis à 19h. Ensuite, jeudi, samedi à 21h. Et le dimanche à 17h. Voilà, vous avez les dates et vous avez À compris. la Comédie Bastille. À la Comédie Bastille, c'est Voilà. 5 rue Nicolas Appert. Et vraiment, c'est pour se souvenir. Tu veux que je le monte là? C'est pour se souvenir, pour ne pas oublier. Et c'est une histoire sur les absents. Merci beaucoup d'être Merci. venus. On vous embrasse fort. Et on viendra Merci, vous applaudir. Carolina. À bientôt. On les applaudit, ils sont partis. Au revoir. À bientôt. Bye bye. Et merci d'être venu. Rentrée 42. Bon, ben, on continue l'émission. Moi, je vais m'asseoir là-bas. Oh, ben, tenez. Bon, il reste une place vide, là. Higgins, viens là. Il y a un pompier. Tiens, tu peux prendre le micro? Oui, mais ils vont fermer la porte, ils sont grands. Non, c'est pas, non, c'est, voilà. Mets-toi là, parce que avec moi, ça chauffe vite, je peux appeler le feu. Bonsoir, ça va, Anne? bon pied. Tout le monde Enfin, est là, bon vous êtes pied. arrivés. Anne et Olivier Gérard pour la seconde partie de l'émission. Que je suis heureuse de te revoir. On n'arrivait pas à se parler, t'es par Mons et par où, parce que t'es en tournée en ce moment. T'es où? Ah bah alors là j'ai été à la rue Clébin, j'ai été à Auxerre, j'ai été à Angers. Là je vais aller à Conflans-Sainte-Honorine à Toulouse. Tu n'arrêtes pas. C'est avec le radeau de la Méduse, hein? Alors c'est avec mes autres spectacles Ah, voilà, c'est ça. et le radeau. Alors, on va faire connaissance de Anne Cangelosi, que je vous présente. Et ici, tu as Samuel Mayol, qui lui, il écrit un livre sur la laïcité. C'est mon crédit intellectuel de mon spectacle, de ma D'accord, soirée de la aujourd'hui. soirée. Nous avons deux amuseurs publics. Oui, que je Mathieu connais. Willem, que tu les connais, Oui, tu les que je connais les et qui ne connais. les connaît pas, et Christophe Combarieux. Et nous avons notre nouvel invité, qui est Olivier Gérard. Bonjour, jeune homme, très beau pull, hein, dis donc. Il est vraiment tendance. Olivier Gérard qui a écrit un livre qui s'appelle Rose la neige. On va en parler dans quelques instants. Et j'ai demandé aux pompiers de service d'être avec nous au cas où il y aurait un peu... que j'ai cru remarquer Ouais. dans un spectacle Oh qui là se là. joue à la Comédie Bastille. Écoute, On n'a Dieu que pour lui. il paraît, ça m'agace d'ailleurs. Ça m'agace. Voilà. D'ailleurs, il y a un micro pour lui à un moment qu'il faudra parler. Ah, il a le on micro. connaît son nom quand tu le présentes à la fin. Mais bon. Oui, il s'appelle Higgins. Oui, voilà. Ça s'appelle Higgins. Higgins. Bon, mais Higgins, c'est pas lui qui a la parole maintenant, c'est Anne Cangelosi. Anne, donc tu as actuellement un spectacle à l'affiche à Paris. Oui. Qui est éligible pour les Molières, ça Oui. c'est important. Donc, le radeau de la Méduse. Le Oui. radeau de la Méduse qui a été écrit par Alexandre de Limoges Ouais. et également mis en Mis scène en par scène. Alexandre de Limoges. Ce spectacle a eu un succès phénoménal au Festival d'Avignon. Oui. Alors, tu as joué à guichet fermé. Oui. Et il semblerait qu'à Paris, il y ait autant de succès. D'après toi, d'où vient ce succès? Au-delà du fait que tu es une excellente comédienne, parce que moi, je te connais dans d'autres spectacles, Ouais. où tu étais moins belle quand même. Non, parce que je Merci. le rôle de Mémé Bonbon. Mémé Casbonbon. Mémé Bonbon. On la connaît, Mémé Et oui, Casbonbon. et moi, quand je l'ai connue au Festival d'Avignon il y a Ouais. quelques années, je ne la connaissais que sous Ce le rôle de personnage-là. Mémé Bonbon. Je dis, mais Ouais. qu'est-ce qu'elle est Mémé Bonbon. Casbonbon. Mémé Casbonbon. Voilà. Mémé Bonbon, c'est toi. chérie. Oui, mais moi, c'est Mémé Bonbon. Elle va bien, Mémé Casbonbon? Elle va très bien, elle tourne, elle tourne. Elle tourne. Alors, donc, le radeau de la... Pourquoi? Alors, je pense que j'y ai pas mal pensé à ça, parce que en fait, on a été les premiers surprises, enfin peut-être pas Alexandre, mais moi j'ai été la première surprise de ce que ce spectacle provoquait chez les gens et le monde, et
etc. Donc, parce que quand il m'a proposé le projet, je me suis dit, je vais avoir 3 personnes dans la salle. Mais en fait, pas du tout. Et je pense que, d'abord, alors, juste pour faire un petit peu le pitch pour... Oui, s'il te plaît. Et tu as apporté des flyers? Tu n'en as pas? Mais je pense que ça sera... J'ai envoyé Je suis un peu nulle. J'ai envoyé l'affiche, ils sont formidables. Ici, à Speed Radio, ils vont la mettre. Oui, je suis désolée. Oui. Et donc, en fait, c'est une conférence humoristique sur le tableau du radeau de la Méduse de Géricault, que tout le monde connaît, on a tous dans l'inconscient collectif, qui est au Louvre, qui fait 35 mètres carrés, donc qui a des mesures complètement gigantesques. Et il est dans la galerie des grands tableaux, dans les salons rouges. Et surtout, moi, je ne savais pas que derrière ce tableau, il y avait un vrai fait divers. Ah oui. Donc, ça montre un vrai fait divers. Ça s'est réellement passé. C'est-à-dire que, en fait, en gros, juste pour faire un petit point historique, on est en pleine restauration. Louis XVIII vient d'arriver sur le trône en 1816. Il récupère... Les Anglais nous avaient piqué le Sénégal sous Napoléon. Donc là, il récupère le Sénégal. Et il envoie 4 navires, dont la Méduse, qui était une frégate où il y avait 400 personnes dessus, pour récupérer le Sénégal, pour s'implanter au Sénégal. Donc il y avait des colons, il y avait une garnison de 200 militaires, il y avait... des nobles, évidemment, il y avait tout ça. Et puis, le capitaine n'avait pas navigué, c'était un royaliste, hein, parce que quand Louis XVIII est arrivé sur le trône, il a rappelé tous ses petits copains qui étaient en exil depuis... Copinage, déjà. Voilà, bah oui, c'est pour ça que, en fait... Bon, bref, j'y arrive. Vas-y, je veux pas les perdre. C'est passionnant. Mais oui, c'est passionnant, c'est pour ça qu'on vient te voir. Donc Louis XVIII met tous ses potes, en gros, il met tous ses potes à des postes clés. Donc le ministre de la Marine, le gouverneur du Sénégal et le capitaine de la Méduse, qui va donc... C'est incroyable, heureusement que ça arrive plus de nos jours, ça. Bah non, bien sûr. Non. C'est comme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui copinage. meurt sur des radeaux en pleine mer Voilà, en 2024. Non. Mais non. Bah, ça saurait, enfin, ça Et puis, saurait. on y ferait quelque chose. Bah évidemment, Oui. enfin, tu vois, On empêcherait ça. puisque Voilà. ça c'est déjà arrivé. L'histoire nous a appris des choses. Radeau, quand même. bien sûr. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on attend sur ce radeau de la Eh Méduse? ben, donc en fait, si tu veux, donc en gros, il y a tous les nobles. La Méduse se tanque sur le banc d'Arguin, donc un banc de sable. Et pendant 3 jours, ils essayaient de désensabler, ça ne marche pas. Donc tous les nobles partent sur les canots de sauvetage, tous les nobles et leurs suites partent sur les canots de sauvetage. Il reste 147 personnes. Et donc les 147 personnes, on les met sur un espèce de radeau de fortune qui n'était pas du tout prévu pour mettre des gens au départ. Donc il y a des trous dans le plancher, enfin c'est une catastrophe. C'est l'ancêtre de Titanic. Ah, attends, oui, bah, justement, Il y avait Leonardo et Kate Winslet. exactement, tu sais pas. Et donc, il fait 140 mètres carrés, 147 personnes. Donc les gens sont comme ça. Ils peuvent pas s'asseoir. Ils ont de l'eau jusqu'à la taille parce qu'avec le poids, si tu veux, l'eau monte. Et donc ils partent comme ça. Au départ, les canots de sauvetage traquent le radeau et puis au bout d'une heure, le gouverneur dit non, ils nous ralentissent, on coupe les liens. Donc le radeau va dériver pendant 13 jours et 13 nuits au milieu de l'océan avec ses 147 personnes. À bord, il y a une vingtaine de gradés qui sont royalistes et il y a des soldats qui sont bonapartistes. Ça, c'est très très important en fait. Il y a des clans politiques politiquement, voilà. antagonistes. Et en fait, les gradés vont dire, pour survivre, il va falloir faire de la place. Donc le deuxième jour, à bord, ils n'avaient pas à manger. Ils avaient 5 tonneaux de vin et 2 tonneaux d'eau. Donc, ils distribuent du vin à tout le monde. Donc, tout le monde se bourre un peu la gueule, pardon. Enfin, se saoule et ils organisent une mutinerie. Et donc là, le 3e jour, il ne restera plus que 60 personnes sur les 147. Et à la fin, au bout des 13 jours et des 13 nuits, on récupère le radeau est récupéré, et il n'y a plus que 15 personnes sur le radeau, sur les 147. Qui ont survécu. Et il y en a 5 qui vont mourir plus tard. Donc il y en a 10 en vrai qui ont survécu sur les 147, mais surtout, c'est qu'au bout du 3e jour, ils vont commencer, et ça c'est un des scandales en fait, ils vont commencer à manger les cadavres. Donc il y a du cannibalisme à bord. Et en fait, le tableau est donc... Si connu, oui, le tableau. Si tu veux, Géricault, lui, était en Italie pendant que ça s'est passé. Quand il revient en 1817, il cherche un sujet parce que lui, en Italie, il a été complètement fasciné par Michel-Ange. Et donc, il décide de devenir le Michel-Ange français. Il cherche un sujet et il tombe sur ce scandale. Donc, il dit, je vais pendant 18 mois, il va s'enfermer dans son atelier.
il va aller chercher des morceaux de cadavres à l'hôpital Beaujon, qui est juste à côté de son atelier, pour voir la chair en décomposition, les couleurs, enfin bref, il va faire une centaine d'esquisses, des tableaux préparatoires, et il va choisir un moment, parce qu'il ne sait pas trop au départ choisir quel moment de ce naufrage il va prendre, et en fait, il choisit le moment où, alors je ne sais pas si tout le monde a en tête le tableau, mais on a cette pyramide humaine comme ça, avec cet homme qui secoue un tissu comme ça, attaque sur le radeau, là. Et dans le fond, sur la ligne d'horizon, il y a une toute petite pointe comme ça, qu'on voit à peine, mais vraiment, il faut vraiment être dessus. Et ça, c'est le bateau qui va venir les sauver. Ah, qui va venir les sauver. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ce bateau-là, il est passé devant le radeau, donc c'était le 17 juillet 1816, il est passé devant le radeau à 7h du matin, il n'a pas vu le radeau, il repasse une deuxième fois à 10h du matin, et là, il les sauve à 10h du matin. Et moi, ce que je trouve, alors je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais en tout cas, je trouve que ce tableau, on peut le voir de deux façons différentes. On peut le voir... Mais attention, tu es en train de tout nous raconter. Non, bon, parce que tu le racontes pas comme ça, quand même. Non, pas du tout, mais c'est parce que c'est... Voilà, moi, en fait, je suis tombée dans le sujet parce que c'est passionnant. Oui. Je trouve que c'est plus qu'un tableau, c'est un miroir. De la société. De notre société. De notre parce société, que oui. On parle d'instabilité politique. C'est encore... On parle de racisme aussi, parce que... Évidemment, racisme, puisque l'homme en figure de proue est noir, donc ça a fait un scandale énorme. Oui. En fait, il y a eu... Le tableau et le fait divers sont complètement indissociables. Oui. Et ils sont à l'origine, les deux, du plus gros scandale politique, artistique et social du début du 19e siècle. Oui. Et ce que j'ai découvert, moi, en faisant plein de recherches, c'est que Géricault, en fait, était un peintre extrêmement engagé. Alors, et quel est l'engagement de cette femme qui vient raconter Géricault? Qu'est-ce qu'on découvre à travers elle? Parce qu'elle ne parle pas que de Géricault. Évidemment, Géricault, c'est l'énorme prétexte qui va être le sujet de la pièce. Mais qu'est-ce que ça lui renvoie à elle? Elle voit... donc, comme je te disais, dans ce radeau qui part à la dérive. C'est-à-dire qu'elle voit le drame de sa vie. Elle est en pleine instance de divorce, et en fait, en même temps, elle voue une fascination pour ce tableau et en même temps le déteste, donc elle va passer... Oui, parce que c'est elle qui travaille au musée, qui fait visiter le musée. C'est une conférencière, donc elle explique les tableaux, et en fait, pendant tout le spectacle, elle va... parce que ce qui est marrant dans ce tableau, c'est quand on le voit comme ça, qu'on a une vision globale du tableau, c'est magnifique, et quand on regarde dans les détails, il y a plein de trucs qui vont pas. C'est pas horrible, mais il y a plein de trucs de proportion qui vont pas. Ah oui. Il y a un mec qui a une jambe trop longue, il y a un autre qui est tordu comme ça, on se demande comment il tient. Combien de temps vous avez passé au Louvre, vous, devant ce tableau pour préparer la pièce? Alors, moi, je suis allée, je sais pas, 5-6 fois. À rester comme ça Oui. Alors, ce qui est aussi important à dire, c'est que Géricault a utilisé une sous-couche qui s'appelle le bitume de Judée, qui est à base de goudron. Et donc, le tableau est en train de noircir et de disparaître. Et pour l'instant, on ne peut pas le restaurer. Ah bon? On n'a pas trouvé la technique pour le garder. Donc, il est en train de noircir. Il va dans tous les cas rester dans la mémoire grâce à Alexandre Limoges et grâce à toi dans cette pièce. Donc, que tu joues tous les lundis, tous les mardis. lundis à 21h, le mardi à 19h et le samedi à 15h. Le samedi à 15h à la Comédie Bastille. Et vous êtes déjà en tournée avec ce spectacle ou pas? Oui. Vous êtes déjà en tournée. Je l'ai joué à Avignon cet été. Avignon et combien de comédiens sur scène? Je suis toute Elle est seule, mais avec tu es seule. toute l'équipe du radeau de la Méduse qui est derrière. Parce que Robert Hossein serait encore vivant, il nous aurait fait un radeau de la Méduse. Ah oui, 147. Et on aurait voté à la fin pour savoir si on mangeait les cadavres ou pas. Alors, Olivier, est-ce que tu en savais autant sur le radeau de la Méduse? Je savais pas mal parce que à un moment, j'ai connu une femme, enfin plutôt... J'ai eu le scénario d'un film écrit par une femme qui raconte les rapports de Delacroix et de Géricault et qui raconte en particulier l'histoire de la Méduse. Voilà. Parce que Delacroix et Géricault étaient très amis. Oui. Alors justement, puisque tu parlais de film, parce que c'est ton métier, hein, oui. tu es auteur, tu es scénariste, tu es producteur, mais aussi réalisateur. Tu as fait beaucoup de choses. Et la dernière chose que tu viens de faire, c'est Rose la Neige aux éditions Petit Pavé. C'est un livre qui te tenait à cœur et qu'on t'a réclamé pendant longtemps, parce que tu es, mais tu vas en parler mieux que moi, mais en tous les cas, à travers ce livre, on apprend que tu as été un des rescapés et donc un des témoins du drame de Saint-Dié-des-Vosges en novembre 1944. Et donc, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'est passé à Saint-Dié en novembre 1944 en novembre 1944, devant l'avance alliée,
les Allemands qui s'étaient retirés, qui avaient fait d'ailleurs de Saint-Dié leur bastion de défense, les SS et la milice française aussi, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas résister, ils se sont vengés sur la ville, c'est-à-dire qu'avant de partir, ils ont commencé par déporter tous les hommes de 16 à 45 ans qu'ils voulaient envoyer à Auschwitz. D'ailleurs, primitivement, ils voulaient envoyer toute la population à Auschwitz, mais ils n'en avaient plus les moyens matériels. Donc, ils ont envoyé les hommes. Heureusement, par miracle, les Américains ont bombardé la ligne qui menait à Auschwitz. Donc, ils les ont envoyés en travaux forcés à Mannheim, où ils ont survécu, mais il y a eu des victimes quand même. Le lendemain, ils ont, par l'annonce à la trompette du garde champêtre, puisque c'est tout ce qui restait, il n'y avait plus d'électricité, plus de communication, ils ont fait savoir que tous les gens qui restaient à Saint-Dié devaient quitter leur maison avant midi, soi-disant sous peine de danger de mort. Donc, moi, je faisais partie de... Tu avais quel âge à l'époque? 14 ans. Tu avais 14 ans, donc tu as des souvenirs, de forts souvenirs de ce moment-là. Pendant c'était la politique de la terre brûlée, hein, c'était l'opération Waldef, c'est ça, Waldef, pardon mais cette opération où on a effectivement décidé, les Allemands ont décidé de tout brûler derrière eux. Et donc, comment as-tu fait partie des rescapés? Parce qu'il y a eu beaucoup de morts, malheureusement. Oui, à Saint-Dié, disons que c'est pas la mort qui a prédominé, parce que les gens ont survécu, mais ils ont vécu un véritable martyre, c'est-à-dire que nous sommes partis de chez nous avec un petit baluchon, à pied évidemment, des gens avaient des poussettes, il y a un monsieur qui a emmené son pot de miel, parce que c'est tout ce qui... On ne prenait que ce qui nous restait, le peu qui nous restait, parce que c'était déjà une période où il n'y avait pas grand-chose. Et en plus, pour ajouter au drame, la neige s'est mise à tomber. Donc mon père, quand nous sommes sortis de notre maison, a dit regardez-la bien parce que vous ne la verrez plus. D'où le titre Rose la neige. Oui, le titre Rose la neige vient de ce que, après, nous on s'est réfugiés chez une amie qui avait un grand château, et donc on a dormi en fait dans les caves du château. Mais 3 jours après, on était en train de déjeuner avec les réfugiés, et il y a un homme qui est entré précipitamment dans la salle à manger. Il a dit « Ils ont brûlé la ville ». Donc on s'est tous précipités sur le toit. On a vu les fumées blanches commencer à envahir toute la ville. Et le soir, nous sommes montés sur le toit de nouveau, et la neige avait recouvert toute la région. Et à 80 km à la ronde, on voyait la neige rose. C'est pour ça que j'ai appelé le livre « Rose la neige ». C'est ce mélange de ce qui avait brûlé et la neige, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait, j'avais jamais envie de raconter cette histoire. Enfin, c'était une contradiction, parce que ce qui m'indigne, je parle crûment, mais ce qui m'indigne, c'est que jamais on ne fait mention du martyre de Saint-Dié. Bon, bien sûr, on parle d'Oradour-sur-Glane, ce qui est normal, évidemment, vu l'atrocité de ce qui s'y est produit. Mais Saint-Dié, jamais. Alors que c'est quand même, on considère, oui, c'est un phénomène régional, comme les villages qui ont été brûlés et tout. C'est une ville de 22 000 habitants que les Allemands ont brûlé maison par maison, à la main. Et en fait, même pas eux-mêmes, ce sont des jeunes hitlériens de 15 et 16 ans qui étaient mobilisés pour ça. Des jeunes de ton âge qui ont mis le feu. Qui ont mis le feu. Symboliquement, c'était terrible. Terrible. Et Samuel, tu savais cette histoire? Non, mais alors c'est à nouveau glaçant. Non, je ne connaissais pas l'histoire de Saint-Dié, effectivement. Oradour, tout le monde connaît, forcément. Mais ça m'intéresse beaucoup. Jamais. Moi, j'ai été là dans 3 festivals. J'étais au Livre sur la Place à Nancy, puisque le livre est sorti le 1er septembre. J'ai été au Festival international de géographie à Saint-Dié. J'ai été à Blois. Et les gens, pour la plupart, ignorent totalement cette histoire. Et moi, en fait, ce qui est étrange, c'est que tout en étant indigné,
je n'avais jamais envie de raconter cette histoire. Ma question. Pardon, tu avais une question C'est ça ma question. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps pour écrire cette histoire? J'ai pas attendu, je l'avais en moi, je dirais, et j'avais pas envie, comme il y avait déjà eu tellement de misère qu'à la suite de cette histoire, de ces événements, on a perdu tout ce qu'on avait, les maisons, etc., les souvenirs, les photos, etc., les gens, quelquefois. Mais j'avais pas envie de raconter. Et c'est un jour, il y a très peu de temps, il y a 1 an et demi à peine, même pas. J'ai un ami qui est auteur dramatique, qui s'appelle Jean-Marie Bessé, qui s'est illustré récemment avec Duc et Pioche au Théâtre de Poche, et avec qui je discutais, me dit mais tu as de l'or dans les mains, tu devrais raconter ça. Et alors, il m'a, je dis, enquiquiné pendant au moins 18 mois. Alors, tu as comment? Alors, je dis, non, tu me saoules. Je n'avais pas envie de le raconter. Et puis un jour, je sais pas, le déclic s'est fait. Je l'ai écrit en 3 mois. Voilà. Et ce qui est intéressant, ce que tu disais là, c'est qu'effectivement, c'est pour ça peut-être qu'après la guerre, il y a eu beaucoup de silence. Il y a des gens qui n'osaient pas parler parce qu'ils disaient on va pas en rajouter. On va pas en rajouter de l'horreur à l'horreur. Voilà. Et en même temps en disant mais bon, les maisons ont été brûlées, mais il y a eu tant de millions de morts dans les camps de concentration. Donc tout le monde. Et donc ça, je pense, ça a favorisé l'espèce de chape de plomb, de silence qui a fait qu'on l'a vu avec Rentrée 42 tout à l'heure. Le besoin de vivre. Vivre après après le dessus. Ouais, alors, c'est justement j'en venais à ça. Comment est venu ou revenu, si tu l'avais perdu, ce besoin de vivre et de s'en sortir quand on est un jeune homme de 14 ans et on voit que tout sa ville a fondu dans les cendres et recouverte par la neige. Comment on se reconstruit ou comment on avance? Pour arriver avec ce sourire et cette lumière dans les yeux, c'est ça qui est remarquable. C'est-à-dire que justement, c'est une espèce de besoin de rebondir et de prendre le contre-pied de ce qui est arrivé. Et je pense que c'est ce qui... Bon, moi, je suis d'une famille de juristes, c'est-à-dire mon père était avoué, c'est-à-dire avocat plaidant, enfin plutôt avoué plaidant, mon oncle était avoué plaidant, mon frère faisait du droit. Et alors, donc, je devais faire du droit. Donc, j'ai fait ma licence en droit. Et quand j'ai eu fini, j'en avais ras-le-bol. J'ai dit, maintenant, je veux faire du cinéma. Mais à l'époque, j'avais 19 ans, donc j'étais mineur. C'était un scandale. Un scandale. Ce n'est pas une situation, madame. Ce n'est pas une situation. Ce n'est pas. Et bon, écoute, alors justement, on va égayer un peu, on va un peu égayer parce que quand même, vous allez tout me plomber ce soir. On va égayer pendant la pause avec une chanson de Claude François. Oui, mais moi je voulais, puisque tu as invité Stéphane, j'aurais voulu savoir aussi un petit peu un peu son actualité. Moi, je l'ai vu au théâtre, à la Comédie. Mais oui, mais c'est la pause. Mais c'est la pause. Mais je m'en fous, ça. Mais oui, mais si on t'entend pas. Coupez, envoyez Claude, viens nous sauver. Et nous voilà de retour comme à la maison. Lève ta tête, sinon on ne voit pas les gens. Elle est où la caméra? C'est celle-là? Avec Léo? Non. C'est pas celle-là. Elle est où la caméra? Le partout, on dirait Big Brother ici. Bon, je vous rappelle que nous sommes au studio Astrolabe, Speed Radio et l'autre c'est comment? À l'oreillette. Aurora. Non? Production Vertu Média, Vertu, Speed Radio et Astrolab. Et Studio l'Astrolab. C'est là qu'on est aujourd'hui pour les 48 heures chrono pour Halloween. Et le jeu. Attends, et le jeu, oui. Attends, mais c'est incroyable. Tu m'apprends ton métier, c'est incroyable. Que tu n'as pas parlé du jeu. Il y a le jeu. Le jeu, vous envoyez vous avez le mot speed au 71. Non, 475. Quoi? 77. Non, c'est pas 77. 412. 73 415. Mais non, c'est quoi le numéro? 714, mais non, c'est 71415. Tu envoies et tu réponds à la question. Est-ce que la citrouille, c'est un légume? Tu mets 1. Est-ce que la citrouille, c'est un fruit? Tu mets 2. Et là, après, tu pars direct au parc Astérix. Parce qu'il y a un tirage au sort le 20 novembre. C'est ça? C'est le 20 novembre? Et Carolina est un légume ou un fruit? C'est demain à 20h, donc c'est le 2 novembre. Voilà, c'est pas c'est n'importe quoi. Calmez-vous, c'est pas encore l'heure de l'apéro. Mais c'est incroyable, tout le monde parle. On dirait
un plateau politique où personne s'écoute, c'est incroyable ça. Bernadette Non, Pivot. Alors, justement, avant de nous quitter tout à l'heure, tu étais très curieux. Une question à qui? Je voulais connaître l'actualité de Stéphane. Et c'est pas Stéphane Higgins. Oui, Stéphane Higgins. Je voulais savoir, hormis la Comédie Bastille, où je l'ai admiré. Tout de suite. Admiré. Tout de Il m'a suite. impressionné dans un spectacle d'une certaine Carolina. Oui. Ou alors je l'ai vu en breton. Je l'ai vu en curé. Ne dis pas tout, ne dis pas en tout, ne dis danseur pas de tout. tango. Il faut pas tout dire, hein. Voilà, Et c'est surtout la un pied. Et c'est Surtout la un pied. Voilà. Et moi, je suis impressionné. Voilà. C'est quoi? C'est l'habit de pompier, hein? C'est ça? Oui. C'est ce que je demande. Si tu savais le nom, Super mais c'est un vrai pompier, hein. Moi, j'ai pris un vrai pompier. Vous êtes vraiment C'est pompier vrai. ou pas? Oui. Vraiment. Oui, il est pompier. Oui. Mais on peut avoir Moi, plusieurs je veux savoir métiers. comment vous avez été recruté. Comment vous Ah. avez été recruté pour participer à ce spectacle? J'imagine qu'il y a eu des candidatures quand même. Il y a eu beaucoup de castings. Oui, ça, Ouais, tu as c'est moi qui ai casté fait passer les beaucoup. castings. Tu as casté, ouais. Et j'ai choisi le meilleur de la crème. La crème du meilleur, peut-être. La crème de la crème. La crème de la crème. Voilà. Et comment crème le avez-vous dos. été recruté comme pompier? Comme tout le monde, avec un CV et puis un entretien. Oui, Voilà. CV, entretien. Oh, mais Et c'est puis facile, après, j'ai Et dû puis un peu mise voir en les scène, crèmes. parce qu'il Comme fallait il est voir. très bien entretenu, Voilà. c'était normal Voilà. qu'il ait remporté. Il faut que tu le- viennes voir différentes, hein, tu vas voir. Hein. Oui, Parce que il est pas non, venu encore. si vous voulez, sur scène, j'ai toujours peur de mettre le feu ou qu'il y ait un feu. Alors c'est pour ça que je me suis dit, hein, Tu mets le feu. je mets le feu, on me dit, d'où la Carolina, frange, arrête de mettre oui. le feu, la frange elle est rouge, tout est raccord. Donc du coup, je me suis dit, attention, il nous faut un pompier en cas de problème. Tout à fait. Voilà, c'est les mercredis et vendredis à 21h. C'est pour tout le monde, hein. C'est pas Avec que... Stéphane, donc. Hein. Non, c'est Higgins. Oh là là, il Mais radote. Higgins, c'était pas dans Magnum ou un truc comme Oui, ça? mais, Higgins, mais ouais. oui, qu'est-ce que ça, c'est ça, hein? planches. Je brûle les planches. Bon, il n'y a pas que moi qui brûle les planches, il y a aussi Christophe Combarieux et Mathieu Willem qui, eux, brûlent les planches avec le Absolutely LGBTQ plus I. Non, Ah, oui, tout alors ça. LGBT, tu fais 12, là. LGBT Comedy Club. Alors, c'est pas la même chose. C'est un nouveau truc qu'on a Mais vous créé. arrêtez pas. C'est quoi ce truc Alors ça, LGBT Comedy Club? On l'a créé le 17 mai dernier pour célébrer la journée fameuse internationale contre les LGBT-phobie et Oui. transphobie, Oui. avec la mairie de Paris. Oui, Ça a cartonné. oui. Tu étais là d'ailleurs. Mais oui, je suis toujours là Tu dans étais les là, bons d'ailleurs. coups. Et maintenant, on le joue un petit peu partout en France, à Strasbourg, à Montpellier, on va à Nice à la fin du Et vous mois. le jouez sans moi. Vous l'avez démarré, On vous. t'a proposé, on le joue aux Zèbres de Belleville à Paris le Ah, 29 super. novembre. Mais je suis sur Est-ce scène. qu'on t'a Mais pas dit voilà. de venir? Voilà. Et tu nous as dit... Oui, non, Laissez-moi non, mais tranquille, non. tu nous Non, l'as mais c'est dit, hein. formidable. Alors, est-ce que, moi, je pense que cette version-là de Et c'est le votre... premier spectacle, le grand show de l'humour LGBT, c'est le premier spectacle LGBT d'humour en France Si tu qu'on a t'appelles créé. LGBT Humour Voilà. sur C'est celui Google, qui sort, tu te tombes Oui, dessus. Voilà. et je Ouais. pense que c'est un spectacle d'utilité publique. C'est Samuel qui va me le Absolument. dire, qui va me le confirmer ou pas, parce que il semblerait qu'il y a une recrudescence d'actes homophobes, transphobes, et donc je pense qu'il est très important de rappeler à quel point cette visibilité ne doit déranger personne. Chacun doit vivre à sa façon, ce que je dis dans mon spectacle, et sans être emmerdé. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je suis absolument d'accord avec ça, bien évidemment. Et c'est indispensable que chacun puisse vivre comme il a envie de vivre dans notre pays. Enfin, je veux dire, depuis la Révolution, on nous promet qu'il y a une égalité entre tous les citoyens. Donc, il serait peut-être temps qu'elle soit, en fait, réellement effective maintenant. Oui, moi, par exemple, moi je suis hétérosexuel, mais bon, les tout le monde le homosexuels qui ont envie d'être avec personnes du même sexe, ça me dérange pas du tout. Mais est-ce que tu crois que c'est ce qui se passe actuellement en France, est-ce que c'est pas quelque chose qui rebondit dans l'histoire et qui revient régulièrement, ces moments où les peuples ont peur de la différence, ou est-ce que on va s'en sortir un jour ou pas? La merde. C'est la merde. Oh, On va s'en sortir, on s'en sort toujours. Hein. De toute façon, dans le pays, à chaque fois qu'on avance, on recule, on avance, on recule. Oui, arrête, parce que ça va faire passer une chanson. Ça y est, ça dégénère. Aucune connotation en quoi que Voilà, ce on soit. avance et on recule. Oui, oui. Voilà, je crois pas. Mais on avance plus qu'on recule. On a les mêmes références. Ça ne regarde pas. Le privé, Samuel. Non, alors tu vois, tu dis ça, et encore une fois, je crois qu'on a peut-être de la chance, mais en ayant monté ces spectacles Absolutely Delirious ou LGBT Comedy Club, on n'a jamais eu de problème. Alors, on sait que beaucoup de gens ont des problèmes. Il ne faut pas minimiser les problèmes des gens. Mais c'est vrai que nous, merci, on touche du bois. Peut-être Mais parce que vous on passez par le biais de l'humour, c'est ça? Peut-être. Et tu sais quoi, dans le spectacle LGBT Comedy Club, il peut aussi y avoir un hétérosexuel.
humoristique Qui se soit hétérosexuel. perdu. C'est l'intrus. Dis pas de cochonneries. Il peut y avoir un hétérosexuel. Donc ça veut dire que sur scène, il n'y a que des invertis. Non, sur scène, Non. on veut casser les barrières de l'indifférence par le biais de l'humour. Alors que ce Oui, soit c'est indispensable. un gay, une lesbienne, un trans, un travesti, un hétérosexuel Qui se cherchent un peu, parce qu'il y en a Qui se beaucoup qui se cherchent cherchent. quand même, Il y en a tu vois. beaucoup qui se cherchent, il faut le dire, c'est vrai. Hein. Mais voilà, dans notre prochain... Dans tous les corps de métier, je tiens à le dire. Oui, dans notre prochain LGBT Comedy Club à Nice, il y a un des humoristes qui n'est pas homosexuel. Oui, qui le dit, lui. Qui le dit, et d'ailleurs il a un sketch, et son sketch c'est « On a toujours dit que j'étais homosexuel ». Donc tu vois, il y a une façon C'est qui Thomas Santarelli. Et justement, il prend par un autre petit bout d'une autre petite lorgnette le sujet des LGBT qu'on essaie de mettre en lumière. Il Voilà. t'a pris par le petit bout de ta petite lorgnette. Voilà. J'en apprends tous les jours, même sur nos propres spectacles. Tu vois Est-ce que à quelle époque penses-tu, Olivier, que on aurait pu commencer à parler comme on parle aujourd'hui de ces sketchs, etc. Moi, je dirais, c'est quand même, pour dire une date bateau, c'est quand même en 68 que ça a commencé davantage. Avant, c'était vraiment l'interdit, mais il y a des gens pour qui c'était Mais jusqu'en encore 81, jusqu'à ce que Oui, jusqu'à Mitterrand- 80 avec Mitterrand. mais même moi, plus tard. ne je n'ai jamais délégalisent pas. dit, je n'ai jamais dit à mes parents que j'étais homosexuel. Jamais. Tu ne l'as jamais dit. Mais Et À j'ai- quel moment as-tu pu en parler à des proches quand même? Je dirais, oui, vers les années 70, quelque chose comme Enfin, je ça. veux dire, il a fallu attendre 1991 pour que ça soit plus considéré comme une maladie mentale. Hein. Oui, Alors, tout à fait. et la dépénalisation, c'est 82. Ouais. Mais ce que je pense quand même, c'est que la parole s'est quand même libérée avec la libération des radios libres. Mhm. Et ça, c'est en Oui, 82. c'est important. Parce L'arrivée que de là, les fréquence radios gay. ont commencé à pouvoir Oui. L'arrivée de émettre fréquence gay, librement. ouais, et du coup, ouais. il y a eu une liberté de parole qui s'est généralisée dans beaucoup de radios. Et alors, est-ce que tu constates, Olivier, que je disais tout à l'heure que j'ai l'impression qu'on recule un peu en ce moment et que les homosexuels, ou dans tous les cas les personnes qui ont décidé de vivre différemment de la norme, sont plus pointés du doigt qu'il y a quelques années. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Oui, mais je pense que c'est pas seulement un mouvement homosexuel, c'est un mouvement réac qui est, Oui. et le mouvement homosexuel fait partie de ce côté réac et de ce Discriminatoire. côté discriminatoire. Oui, vous êtes d'accord avec C'est une ça? occasion, Oui, moi, je suis c'est-à-dire d'accord. qu'en ce moment, c'est une ouais, occasion pour taper sur les C'est un prétexte, en fait, homosexuels. Ouais. Mais ça fait pas. Ah, vous voyez, Oui. Et on le voit avec des personnes différentes. En ce moment, c'est les juifs. Demain, ça sera encore les homosexuels. Après, ça redeviendra les musulmans. voilà. Et ensuite, ça sera les bons français. Et puis, il y a des chaînes qui prendront. Bah oui, vous avez raison. Tu c'est constates ça partie aussi, d'un- Anne? Tu sens dans la société ou dans... Ah, moi, je trouve que oui, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a une lame de fond, un truc vraiment réactionnaire, mais parce que on est dans enfin, je trouve que la société est de plus en plus âpre, de plus en plus difficile, donc Violente, et violente. Et donc tu me demandais pourquoi. Excusez-moi, je reviens juste au radeau, mais en fait c'est parce que pourquoi les gens aiment beaucoup ce spectacle, c'est parce que on est face à un fait divers qui est horrible, c'est-à-dire qu'on a 147 personnes qui peuvent pas s'asseoir, qui vont durer 13 jours et 13 nuits, ils sont plus que 15, ils se mangent les uns les autres, ils ressortent de là complètement traumatisés, etc. C'est quelque chose qu'on vit actuellement, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui meurent et qui crèvent sur des radeaux en pleine mer, alors pas pour les mêmes raisons, mais ça existe encore maintenant. Et en fait, je pense que, alors ça c'est peut-être mon côté utopiste, ou naïve, ou je ne sais quoi, mais je pense que dans n'importe quel individu, il y a un petit point, une petite pointe d'humanité qu'on peut pas enlever. Le pire des fachos, il a ce petit truc d'humanité. Et ben, ce spectacle, il touche ce petit point d'humanité. Et on a de la compassion et de l'empathie envers ces gens, parce qu'on les voit. N'est-ce pas le rôle des artistes sur scène, complètement. Moi, je trouve que c'est effectivement, notre de rôle, réveiller bien cette sûr. petite part d'humanité? Moi, je pense que le rôle des artistes est de montrer le dysfonctionnement d'une société. Oui. Alors justement, le radeau de la Méduse, En noir et blanc. en noir et blanc parce que j'ai pas le flyer Oui, en c'est couleur, de je ma suis désolé. faute. Je suis désolée. Le radeau de la Méduse pour parler de cette petite flamme d'humanité qu'il reste chez tout un chacun, Ouais. par Anne Cangelosi, d'Alexandre de Limoges à l'écriture et à la mise en scène. Ça se joue à la Comédie Bastille, 5 Le rue lundi. Nicolas Père, le lundi mardi. Le mardi, 21h.
Mardi 19h et samedi 15h. Samedi 15h. Alors vous avez compris à quel point ce spectacle peut vous... D'abord peut vous intéresser parce qu'il raconte l'histoire, mais aussi... On apprend plein de choses, mais on rigole. Et on rigole. Voilà. On rigole parce qu'elle raconte ses problèmes de vie aussi. Quand mais même, pas que. Et on est médusé, voilà. parce que c'est Exactement. Oui, oh là là, vraiment. Tu parlais juste d'un truc en disant oui, c'est bientôt la fin, là. Oui, je sais. Oui, vas-y, mon cher. Déjà, il est 42. J'ai pas eu beaucoup d'infos sur Stéphane. Sur Higgins, pardon. Que dans toutes les personnes les plus fachos, il y avait quand même un petit peu d'humanité, mais je pense qu'il y a aussi l'inverse. Dans les personnes les plus bienveillantes et les plus humaines, il y a aussi un petit peu de parce qu'on le voit. Donc, on est dans la merde. On est dans la merde. Alors, pour sortir de la merde, je vous propose 2 lectures. D'abord, celle-ci, La laïcité, la République jusqu'au bout. Et moi, j'ai envie de dire jusqu'au cou parce qu'il faut absolument, vraiment, je vous recommande de lire ce bouquin parce que, d'abord, c'est très, très bien écrit. Ça se lit facilement parce que je trouve que c'est bien écrit, ça c'est important, que ce soit bien écrit. Et on fait un parcours de l'histoire française du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et aux éditions de l'Harmattan par Samuel Mayol. Je vous le recommande. Et je vous recommande aussi que nous veillions tous et toutes à la laïcité qui est... pour nous, le garant de beaucoup de liberté. Et nous avons également reçu Olivier Gérard. L'autre livre de Attends, Samuel. mais tais-toi, mais c'est moi qui... C'est pas ton émission, c'est la mienne, il est incroyable, celui-là. Bon, Samuel Mayol, oui, il a fait fraternité fracturée parce qu'il est parti... Mais celui-là, tu l'as pas lu, c'est pour ça que t'en Oui, parles mais pas. taisez-vous, c'est moi, c'est mon émission. Mais c'est incroyable, c'est ma maison. La moitié de l'autre. Oh, tu vas morfler quand tu vas voir ton émission. Rose la Neige, plus qu'une minute. Rose la Neige, c'est le livre de Olivier Gérard. Les événements de Saint-Dié, novembre 1944, comment un adolescent de 14 ans résiste à l'hécatombe de ce moment-là. Oui, je me permets d'ajouter quelque chose. Je dois être un des derniers survivants à avoir vu Hitler. Hitler est passé devant ma maison de façon complètement improviste, justement en octobre 1944. Ah ben alors là, alors écoutez, on va pas rester sur ça parce que sinon ça va. Bon, alors moi je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous. Vous auriez eu un flingue dans la main, vous lui aurez tiré dessus? Ah ben on n'aurait pas pensé parce qu'il était entouré, bien Ça va entouré. être l'objet d'une prochaine émission comme à la maison. Comme à la maison, c'est mon émission et pas celle de Christophe Cambarieux. Je vous donne rendez-vous moi ce soir à 21h à différentes. Si vous venez de ma part ce soir à différentes, vous avez le tarif à amis. Vous leur dites que Carolina vous a dit Speed Radio, et vous venez, je pars vite. Et tu joues ce soir. Je joue ce soir. T'as pas de changer. Ah oui, je dois chanter. Tu restes comme ça. Ah, c'est la pub, mais je chante après. Ah ben oui, mais... Tu m'avais demandé ma chanson. Oh, mais non, mais c'est incroyable. Ça, c'est Christophe Cambarieux qui fout la merde. Allez, envoyez la Tu avais pub. dit quoi, toi? Oh, tu sais plus personne. Ne soyez pas triste parce que c'est la fin de l'émission, parce que vous avez l'occasion d'aller voir et d'écouter et de lire tout ce que produisent ici mes invités. Alors mes invités, c'était notre ami Samuel Mayol avec Laïcité, la République jusqu'au bout. Il y a d'autres livres, mais il y a d'autres livres. Voilà, heureusement que Christophe Cambarieux il est là pour m'assister. C'est formidable. Samuel Mayol. Nous avions également notre amie Anne Cangelosi avec le Radeau de la Méduse qui se joue au Théâtre de la Comédie Bastille les lundis, les mardis et les samedis que je vous invite à aller voir, c'est succulent. Et nous avons Olivier Gérard qui raconte, qui a enfin accouché de tout ce qui lui est arrivé depuis cette période terrible de la Seconde Guerre mondiale des 14 ans où il a vu son village, sa ville sous la neige, mais en dessous il y avait la cendre qui donnait ce côté rose à la neige. Rose de la neige, c'est le titre de son livre. Et nos amis, oui, je sais, c'est moi qui dirige, c'est moi la patronne. Et nos amis qui sont avec qui je pars en croisière la semaine prochaine, qu'est-ce que ça va être? Mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va être? Avec Christophe Cambarieux et Mathieu Villaine, nous partons sur la croisière de l'humour de Marseille à Marseille. De Marseille à Marseille. Voilà, on vous tiendra au courant sur les réseaux. Et puis le 25 novembre à Paris. Enfin, allez sur leur site Absolutely, c'est ça, hilarious.com. C'est pas grave, comme ils ont retrouvé. Voilà, très bien. Et enfin, avant que je vous chante ma chanson, le mot de la fin, c'est à Higgins. Higgins a quelque chose à dire? Ben oui, écoutez, retrouvez-moi, retrouvez-nous. Parce que du coup, j'accompagne Carolina à la Comédie Bastille le mercredi et le vendredi à 21h.
jusqu'à début janvier 2025, Merci. où j'aurai le plaisir de servir Caroline. Merci, il a tout compris. Maintenant, c'est à moi de vous servir une chanson sur laquelle nous allons nous quitter, mais à une condition, c'est que vous tapiez, vous chantez, tapez dans les mains, vous chantez avec moi. C'est parti? Alors, on y va, on y va. C'est parti la musique? Tu prends des œufs, tu prends des patatas, tu prends un homme. Attention avec moi. Mélange les deux, les œufs, les patatas, réserve l'homme. Tu prends une poêle, tu la mets sur le gaz, allume l'homme. Il est à poil dans la recette de base, c'est un jeune homme. Cette recette ne vient pas de ma grand-mère, c'est bien dommage d'ailleurs pour mon grand-père. Non, elle me vient de Seigneur Juan Carlos, qui me la donna un soir à Saragosse. Amor y tortilla, para papa papa, la nuit promet des merveilles. À vous. Suffit de patatas et de fondu de la veille. Et pour l'homme, c'est plus délicat. Il faut faire avec ce qui passe, avec le père Fouras. Une caserne de bidas. Avec le voisin d'en face. Avec David Pujadas. Pourquoi pas? Tout est ready, les œufs, les patatas, et même l'homme. Bon appétit, merci, muchas gracias, comme elle est bonne. Cette recette ne vient pas de ma grand-mère, c'est bien dommage d'ailleurs pour mon grand-père. Non, elle me vient de Seigneur Juan Carlos, qui me la donna un soir à Saragosse. Amor y tortilla, avec moi, para papa. La nuit promet des merveilles, para papa papa. Suffit de patatas, para papa papa. Et de fondu de la veille, para papa papa. Et pour l'homme, c'est plus délicat. Il faut faire avec ce qui passe, avec Nikos Aliagas, avec Michel Jonas, avec Nikos Aliagas, avec le noir de Carglass. Eh, écoute Anne, mais attention, il faut pas qu'ils attachent les œufs. Les hommes, au petit matin, tu lui tends ses godasses. Baby, go home. Oh, oh. Amor y tortilla, para papa papa. La nuit promet des merveilles, para papa papa. Suffit de patatas, para papa papa. Et de fondu de la veille, para papa papa. Et pour l'homme, c'est plus délicat. Il faut faire avec ce qui passe, avec Manuel Valls, avec Julio Iglesias, avec Michel Jonas et avec Pete Sampras, avec Christophe Combarias, avec le noir de Carglass, avec Mathieu Willemas et Barack Obama. Olé! Au revoir, à bientôt, c'était comme à la maison. Et merci à toute l'équipe de Speed Radio. Au revoir. Allez!